Hey, salut Alexandra, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Puis dans le fond, je vais te faire une troisième petite vidéo qui est un petit peu différente des autres parce que j'ai vu que justement, tu voulais que j'ajoute un petit peu quelque chose qui me représentait en quelque sorte, ou du moins quelque chose que j'ai vécu pendant l'année qui aurait pu un peu forger mon côté professionnel ou du moins une expérience marquante justement. Puis moi, je t'avoue que j'avais quelque chose que je voulais vraiment te parler. Puis je pense que je vais te le mettre aussi comme dans mes traces d'apprentissage. Je sais pas si c'est nécessairement quelque chose qu'on devait mettre, mais c'était vraiment le projet d'éthique qu'on a fait. Dans le fond, on devait faire une délibération éthique sur une situation qu'on a vécue, qui nous a fait justement un peu ressortir notre sensibilité éthique en quelque sorte par rapport à une situation. Moi, malheureusement ou heureusement, ça dépend vraiment comment on le voit, j'ai pas vécu vraiment de dilemme éthique, mais malheureusement, j'ai pas eu non plus la chance vraiment d'expérimenter tout ce qui est un peu plus clinique, là où il y a plus une source en quelque sorte de problèmes éthiques potentiels en médecine. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'inventer un cas. Puis un cas qui est, je trouve, extrêmement intéressant, extrêmement pertinent aussi comme cas. Puis ça, en fait, je me suis vraiment inspiré un peu de la COVID-19 puis de l'impact que ça a eu sur le système de la santé. Et j'ai décidé de créer un cas un peu où les ressources sont limitées pour le nombre de patients. Et dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait pour, comment on agit dans une situation pareille? Donc, c'est une situation que je pense qui s'est peut-être produite à quelques endroits dans le monde, mais qui ne s'est pas produit du moins au Québec, du moins j'espère. Je n'ai pas vraiment checké plus en profondeur, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de. Comment dire? Si par exemple cette situation-là arrivait, ou je ne sais pas, un exemple, il manquait de respirateurs pour les patients qui sont atteints d'insuffisance respiratoire aiguë sur COVID, ben à ce moment-là, il fallait faire un tri entre telle personne selon différents critères. Puis honnêtement, dépendant du comité d'éthique, les critères étaient différents, puis dépendant des hôpitaux aussi, et dépendant des pays, les critères étaient différents. Donc je trouvais que c'était un sujet qui était hyper intéressant, puis j'ai décidé de l'aborder en amenant des points un peu plus spécifiques et un peu plus touchy, justement pour un peu ouvrir la réflexion sur le sujet. Puis honnêtement, je pense que moi, ça m'a vraiment profondément marqué parce que, qu'on le veuille ou non, quand on crée un cas, ben déjà, il faut avoir une certaine imagination, mais aussi, ça nous permet un peu de soulever les différents enjeux éthiques que repose un cas. Généralement, tu sais, en tout cas, nous, de ce qu'on a vu qu'on fait une déclaration éthique, généralement, il y a deux choses qui s'opposent. Mais là, dans cette situation-là, c'est dur de faire deux choses qui s'opposent parce qu'il y en a plein de valeurs éthiques différentes qui entrent en jeu. Puis il faut tous un peu les considérer. Et parfois, on va accorder plus de valeur à une, euh, une valeur éthique par rapport à une autre, mais il n'en reste pas moins qu'il faut essayer de balancer tout ça. Puis c'est ça que je trouvais intéressant et qui était complexe. Donc, dans le fond, moi, ma situation un petit peu, c'était, si tu veux, je te la raconte, là, mais tu peux prendre la voir par la suite. Mais grosso modo, c'est que, par exemple, toi, tu es intensiviste dans un hôpital de région, en quelque sorte. C'est toi qui es en charge des patients COVID. Puis, il y a une ambulance qui arrive. Puis, tu vois qu'il y a un patient qui est en insuffisance respiratoire aiguë. Un patient assez jeune, de 25 ans, qui se présente, puis il va vraiment pas bien, son Glasgow est quand même assez bas, donc tu peux pas nécessairement communiquer avec lui. Puis c'est les ambulanciers qui discutent un peu avec toi, puis ils disent un peu comment ils l'ont retrouvé, puis ils l'ont retrouvé dans la rue, en quelque sorte, c'est un piéton qui a appelé les ambulances. Puis quand on fait l'examen physique, on se rend compte que ben, il y a des injections, des traces d'injections au niveau des bras. C'est un patient qui n'est pas vacciné non plus et que c'est pas la première fois qu'il est hospitalisé parce qu'il est déjà connu pour faire des hépatites chroniques associé à un virus hépatite B, puis aussi à la consommation d'alcool. Donc, ça, c'est la première situation. Donc, je répète, non vacciné. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais justement faire soulever, la vaccination versus la non-vaccination. Mais 3 minutes après, il y a une autre ambulance qui arrive. Cette fois-ci, c'est une femme de 65 ans qui était en pleine santé, n'était pas vraiment connue pour des problèmes de santé particuliers, si ce n'est que de l'asthme bronchique. Puis aussi rhinoconjonctivite allergique. Donc vraiment des petits trucs en quelque sorte. Puis elle arrive avec son mari, elle a aussi un Glasgow assez faible, donc on ne peut pas nécessairement communiquer avec elle. Par contre, son mari lui explique un peu la situation, que ça fait quelques jours qu'elle a attrapé la COVID. Puis on se rend compte assez vite que ces petites pompes bleues qu'elle prenait, donc le Ventolin ne fonctionnait pas. Puis quand on fait l'examen physique, ça ressemble beaucoup à l'autre patient, à l'exception que c'est une patiente qui est vaccinée. C'est une patiente aussi qui a de l'entourage, il y a de la famille qui entre en jeu. On regarde à son dossier, il n'y a pas nécessairement d'indication au niveau des niveaux de soins ou ce qu'il faut faire, mais son mari, qui prend donc le consentement préféré, si je me souviens bien, vu que c'est la personne la plus proche d'elle, puis ils sont mariés, puis
légalement parlant, il n'y avait pas de mandataire, donc c'était nécessairement le mari qui devait prendre le consentement. Puis selon lui, il vous dit à l'oreille ben, qu'elle, elle aimerait qu'on fasse tout pour la faire vivre en quelque sorte, puis aussi qu'elle rêve depuis qu'elle est maman de voir ses petits-enfants grandir. Donc là, tu sais, j'ai cherché un petit peu le côté émotionnel aussi au travers de tout ça. Puis en bref, c'est quand même une situation hyper intéressante parce que justement, ça vient opposer deux différentes choses. Puis je viens ajouter une petite cerise sur le gâteau à la fin en rajoutant un patient qui ça fait déjà 3 jours qui est sous respirateur artificiel, mais il ne semble pas évoluer positivement. Ça reste très stable. Puis cette patient-là, il est plus âgé aussi. Donc, la situation, grosso modo, c'est ça. On a un patient, justement, qui est connu pour être drogué, qui consomme de l'alcool, qui est jeune et qui est non vacciné. On a une femme qui est en pleine santé, qui a de la famille, qui est très... qui l'aime beaucoup. Pas connue pour des maladies en général, ce n'est que la bronchite, l'asthme bronchique ou encore la rhinoconjonctivite. Donc, rien de tout ça. Puis elle est accompagnée de son mari. Puis on a un troisième patient en quelque sorte qui lui est déjà sous respirateur artificiel, qui a 83 ans. Puis on connaît moins un peu le côté familial, mais il apprend une famille lui aussi, etc. Mais sa situation ne semble pas évoluer. Et il reste un respirateur. Donc là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là? Donc c'est qui qu'on décide de traiter en premier? Est-ce qu'on peut même potentiellement penser à débrancher un respirateur? Puis dépendant de la valeur qu'on prend, c'est là où c'est hyper intéressant. Parce que par exemple, si on prend la valeur de l'égalité, ben, déjà l'égalité, ça peut être de différentes façons. L'égalité, ça pourrait être par exemple, ben, s'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir un respirateur, ben, à ce moment-là, personne n'en a. Donc ça, c'est très dramatique. Je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire dans ce genre de situation-là. Mais en théorie, ça respecterait la valeur de l'égalité. Il pourrait aussi avoir l'égalité du premier arrivé, premier servi. Donc le premier qui est arrivé dans ce cas-ci, c'est le jeune. Donc c'est lui qui devrait avoir en priorité justement le respirateur artificiel. Mais ça va être aussi le respect de la vie, le respect de la famille, par exemple des liens familiaux. Donc à ce moment-là, ça devrait être la patiente qui devrait recevoir le respirateur artificiel. Ça va être en lien par exemple avec le respect de la vie justement. Donc on va donner le respirateur artificiel à la personne qui a le plus de chances de s'en survivre. Ça peut être le respect de la qualité de vie. Donc là à ce moment-là, on va donner le respirateur à la personne qui a le plus de chances de s'en sortir sans conséquences. Puis on a aussi le respect, en quelque sorte, l'équité. Donc l'équité, c'est vraiment répartir un peu les soins de façon équitable. Donc dans le sens, s'il y a quelqu'un qui en a plus besoin, on va tendance à donner plus de soins à ce patient-là par rapport à un autre. Pour genre un peu... donc c'est un peu différent de l'égalité en quelque sorte. Ça semble plus juste, si on veut. Dans ce cas-ci, on donnerait probablement le respirateur artificiel à la personne qui a le moins de chances de survivre. Sans le respirateur, puis celui qui a le plus de chance, on donnerait des soins connexes qui sont probablement moins efficaces, mais ça serait vraiment ça. Donc grosso modo, ça ressemble à ça. Comme je t'ai dit, je vais déposer le travail d'éthique si tu as envie de le lire, c'est quand même assez long, là. Puis mais tu vas voir, c'est quand même, je trouve, une belle histoire. Je suis quand même assez content dans l'ensemble du travail. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'en parler tant en classe, mais c'est sûr que ce genre de situation-là, moi je suis vraiment un très grand amateur de la bioéthique puis des débats en général. J'aime beaucoup argumenter, puis voir un peu les valeurs de chacun. Puis dans cette situation-là, on se rend compte que peu importe ce qu'on décide de faire, ben, c'est un compromis, c'est pas l'idéal nécessairement parce que dans toutes les situations, c'est clair qu'on va pas potentiellement perdre au moins un patient. Mais après, savoir lequel, c'est ça que la décision qui est difficile en quelque sorte. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'aime autant ce cas-là. Puis je pense que c'est un cas qu'on peut appliquer un peu dans n'importe quelle situation qui permet de nous faire réfléchir. Puis c'est vraiment ça que je retiens de ce projet d'éthique-là, c'est vraiment la réflexion derrière qui, je pense, va nous servir clairement dans n'importe quel dilemme éthique. Ça permet vraiment d'ouvrir un peu le point de vue puis de penser un peu à toutes les possibilités puis essayer de prendre la meilleure, même si la meilleure, c'est souvent la moins pire. Donc merci beaucoup, j'espère que tu as aimé. Puis comme on se dit, on se retrouve très prochainement. C'est bon, bonne soirée.